Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons parler de motivation, d'astuces et de méthodes d'études, ainsi que d'autres idées abordées dans ce livre de la youtubeuse anglaise Unjaded Jade. Alors oui, on parle souvent d'astuces et de méthodes d'études sur cette chaîne, mais si vous êtes comme moi, vous vous perdez souvent. Et parfois, au lieu de travailler intelligemment, vous vous retrouvez à travailler trop dur et vous devenez alors moins productif. Parce que figurez-vous que pour réussir dans vos études, il vous faut certes travailler relativement dur, tout en utilisant de bonnes méthodes, mais il ne faut quand même pas vous tuer à la tâche. En contrepartie donc du travail acharné, vous devez vous offrir assez de repos, assez d'heures de sommeil et assez de sorties. Vous devez avoir au moins une fois par semaine ou même par jour un moment de déconnexion totale. Jade commence son livre en parlant de motivation, qui lorsqu'elle n'existe pas constitue le plus grand obstacle à la réussite académique. Selon elle, les raisons pour lesquelles cette motivation pourrait être absente sont représentées par 3 facteurs principaux. D'abord, le manque d'inspiration ou la paresse, parce que nous vivons dans une ère de distraction. Le conformisme, par exemple, lorsque nous copions nos amis pour obtenir une approbation sociale. Et enfin, les circonstances, parce que nous sommes des êtres humains complexes et nous jonglons avec plusieurs choses en même temps, qu'il s'agisse de problèmes de santé mentale, de problèmes familiaux ou encore de crises existentielles. Mais ne pas être motivé ne veut pas dire qu'on ne pourra jamais l'être, ça prendra beaucoup de temps certes, mais il est possible de l'acquérir si on connaît les sources de cette motivation qui peuvent être soit intrinsèques ou extrinsèques. La motivation intrinsèque découle de l'amour de l'apprentissage et de l'amour du processus qui permet d'apprendre. Et c'est ce qui nous pousse à étudier au long terme. Par contre, au court terme, c'est parfois les sources extrinsèques de motivation qui nous tirent. Ces récompenses extrinsèques peuvent être représentées par exemple par les éloges de nos proches, mais on pourrait aussi éventuellement identifier des sources extrinsèques qui nous pousseront sur un plus long terme, par exemple un travail ou une université, et on pourrait comprendre que les efforts que nous fournissons maintenant nous aideront dans un futur plus ou moins proche. Ces 2 formes ou sources de motivation sont utiles, mais la motivation intrinsèque est généralement plus durable. Donc pour résumer tout ça, avant de commencer à étudier, essayez de trouver votre pourquoi, la raison pour laquelle vous voulez réussir. Enfin, Jade termine son premier chapitre en indiquant que l'une des qualités les plus importantes des étudiants qui réussissent est le growth mindset, cet état d'esprit qui vous permet de reconnaître que vous vous tromperez souvent, mais que vous pourrez toujours apprendre et faire mieux. Passons maintenant au chapitre qui aborde l'apprentissage et les méthodes d'études. À partir de la lecture de plusieurs études scientifiques sur les techniques de révision, Jade a créé cette mnémotechnique, SAD, qu'elle passe mentalement en revue à chaque fois qu'elle veut étudier quelque chose, pour s'assurer que sa révision marche. Le S dans cette mnémotechnique correspond à la répétition espacée, dont on a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, et qui se base sur la courbe d'Ebbinghaus. Celle-ci montre que juste après la première révision d'un sujet, nous nous rappelons de beaucoup de choses, mais notre mémoire se dégrade progressivement pour presque disparaître au bout de 7 jours. Pour améliorer cette mémorisation, il faudrait plutôt introduire une répétition à plusieurs niveaux de la courbe, c'est-à-dire qu'il faudrait une répétition espacée. Et c'est pourquoi il vaut mieux étudier quelques minutes durant plusieurs jours qu'étudier plusieurs heures en une seule journée. Le premier A correspond lui à la mémorisation active, c'est-à-dire qu'au lieu de relire vos notes, il est bien plus efficace d'essayer d'une certaine manière de récupérer ce que vous avez étudié précédemment. Le second A correspond à l'association, parce que dans notre cerveau, les informations sont très liées entre elles. Certaines personnes pensent qu'il vaut mieux ne pas lier les nouvelles informations à celles qu'on connaît déjà pour éviter de créer une confusion, mais en réalité, le fait de connecter et de lier les informations constitue un principe très puissant de mémorisation. La dernière lettre de notre mnémotechnique, D, est représentée par la difficulté souhaitable ou désirable. Pour faire simple, ce concept consiste non seulement à choisir d'étudier le sujet que vous trouvez le plus difficile, mais aussi à vous demander pendant la révision si ce que vous faites vous pousse réellement à réfléchir. Si par exemple vous trouvez que répondre aux questions que vous avez créées est assez facile pour ce sujet, essayez quelque chose de plus difficile. Il est peut-être temps pour vous de faire des questions d'examen, par exemple. D'accord, donc ça c'était les principes des méthodes d'études, mais parlons maintenant des méthodes d'études qu'on pourrait utiliser concrètement. Rappelez-vous qu'il est indispensable que ces méthodes se basent sur le SAD Framework qu'on vient de voir. Mais avant de commencer à étudier, Jade recommande de voir les objectifs et les items des modules et des sujets
que nous étudions et de les diagnostiquer en essayant de voir quelle méthode d'étude nous permettra d'accomplir notre objectif. Donc disons que nous avons une leçon et que nous voulons l'étudier. Pour cela, il faudra passer par les 3 étapes de l'apprentissage. D'abord, la compréhension, l'apprentissage proprement dit, ou ce que j'appellerais ici la mémorisation, et enfin, l'application. Le processus de compréhension commence en amphi ou en cours. Il continue ensuite lorsque nous lisons des livres et manuels, lorsque nous regardons des vidéos, lorsque nous posons nos questions à nos professeurs et à nos camarades, jusqu'à ce que nous atteignions ce moment que Jade appelle le aha moment, le moment où vous vous dites « Ah, d'accord, là je comprends ». La seconde étape, qui est l'étape de mémorisation, est réalisée grâce à plusieurs méthodes. D'abord, les flashcards qui devraient être vraiment très courtes. Comme dirait Ali Abdel, il faut que vos flashcards contiennent les informations qui vous semblent examinables ou plutôt hypertombables à l'examen, c'est-à-dire que vous trouvez qu'elles peuvent constituer une question d'examen, les informations que vous devez absolument mémoriser et pour lesquelles vous ne pouvez pas compter seulement sur la compréhension. Alors, personnellement, j'ai beaucoup utilisé les flashcards, mais j'ai aussi fait beaucoup d'erreurs, soit parce que je mettais trop d'informations sur une seule flashcard, ou peut-être aussi beaucoup trop de détails, parce que j'ai toujours l'impression d'ailleurs, que tout est toujours hypertombable à l'examen. Pour régler ce problème, j'essaye maintenant de créer des flashcards pour les choses que je n'arriverai vraiment jamais à retenir si je n'utilise pas de flashcards, ou les informations que je devrais revoir plusieurs fois. Le seul exemple qui me revient en ce moment, c'est les valeurs du pH ou du bicarbonate par exemple, en ce qui concerne les troubles acido-basiques. Une autre erreur que j'ai commise est celle de créer tellement de flashcards qu'il m'était impossible de tout revoir, même lorsque je faisais 3 ou 4 heures de flashcards d'affilée. C'est fou, hein? Ceci était dû au fait que je considérais les flashcards plutôt comme des notes que comme de véritables flashcards. La seconde méthode d'étude est représentée par le fait de résumer ce qu'on a étudié sans revoir les notes qu'on a faites ou les manuels. Par exemple, après avoir pris des notes en cours, essayez de résumer les informations sans revoir vos notes. Ce processus vous permettra de voir ce que vous n'avez pas compris, chose qui ne pourra être révélée si vous réalisez vos résumés en lisant vos notes en même temps. Au lieu de rédiger physiquement ce résumé et de ce fait perdre beaucoup de temps, vous pouvez aussi résumer oralement les informations ou essayer de l'enseigner à quelqu'un en appliquant la technique Feynman. La troisième méthode consiste à diviser en partie les informations, à créer des liens et à enchaîner ces informations, et enfin à assembler toutes ces petites parties en une histoire cohérente. Personnellement, je n'utilise pas souvent ce type de méthode parce que je ne pense pas qu'on puisse se permettre de créer des histoires pour chaque cours ou concept, mais je dois dire que je l'ai déjà utilisé. Par exemple, lorsque je devais apprendre les différentes couches de l'épithélium vaginal en période d'activité en histologie de l'appareil génital féminin, parce que lorsque vous n'arrivez pas à mémoriser l'information, vous pouvez faire un effort supplémentaire et l'apprendre une bonne fois pour toutes. Si vous voulez connaître l'histoire que je me suis créée pour l'épithélium vaginal, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. La quatrième méthode est le BLERT, qui est déjà assez bizarre à prononcer, est très semblable au résumé et elle consiste à d'abord écrire quelques mots-clés sur le sujet que vous avez déjà étudié, puis sans revoir vos notes, écrivez tout ce dont vous vous souvenez, vraiment tout ce qui vous passe par la tête, bien sûr, sur le sujet, et enfin, comparez ce que vous avez écrit avec vos notes ou vos manuels. Vous savez maintenant ce que vous connaissez et ce que vous ne connaissez pas. D'autres méthodes sont représentées par le Mind Palace de Sherlock, en associant par exemple les informations à des lieux bien précis, ainsi que l'association des informations à des objets tels qu'un stylo, un crayon ou votre main. La dernière étape de l'apprentissage d'une leçon, et attention, je ne parle pas de mémorisation, mais bien d'apprentissage, est l'application. Et cette dernière étape est primordiale, parce qu'elle vous permettra de vous familiariser avec les questions d'examen. Vous pouvez donc répondre aux questions que vous trouvez sur certains manuels par exemple, et faire les examens des années passées de votre université, tout en essayant de vous chronométrer. Il ne suffit pas seulement de faire ces examens, mais il faut aussi apprendre à ne plus faire les mêmes erreurs. Essayez par exemple de voir quelles sont les erreurs communes que vous commettez. Est-ce que c'est des erreurs d'inattention ou est-ce que vous n'avez pas compris la question, etc. Enfin, faites en sorte d'inclure sur vos notes et vos flashcards les nouvelles informations que vous rencontrez en faisant les sujets d'examen. Jade aborde ensuite le sujet des plannings et emploi du temps.
Selon elle, pour créer un bon planning, il faudra tenir compte de 3 principaux facteurs. D'abord, l'urgence de chaque sujet en termes de votre niveau de compréhension actuel, l'urgence en fonction des échéances, enfin, l'équilibre, parce que, comme je l'ai dit au tout début, étudier sans se donner de répit est, au long terme, très peu productif. En tenant compte du premier facteur, Jade réalise un spreadsheet où elle inscrit absolument tous les modules et sujets qu'elle doit étudier. Elle attribue ensuite une couleur à chaque sujet en fonction de ses connaissances et de sa compréhension. Elle ajoute ensuite une colonne où elle inscrit les actions qu'elle peut entreprendre pour s'améliorer dans chaque sujet. Et enfin, elle ajoute des colonnes pour noter les différentes dates de révision. À partir de ce spreadsheet, Jade crée un emploi du temps sur une application de calendrier. Elle ajoute tous les cours, activités et événements obligatoires pour la semaine, les révisions qu'elle doit faire à partir du spreadsheet, et enfin, elle inclut quelques pauses. L'utilisation sur ce calendrier d'un code couleur pour les différentes activités lui permet de s'assurer que sa semaine est assez équilibrée entre études et pauses. Jade préconise aussi de tenir compte du moment où nous sommes le plus productifs. Par exemple, si vous êtes un ou une lève-tôt, organisez-vous de sorte à réviser le matin avant d'aller en cours. Parlons maintenant de quelques astuces de productivité abordées dans ce livre. D'abord, la technique Pomodoro, qui, dans sa version originale, consiste à se concentrer pendant 25 minutes sur une seule et unique tâche, puis prendre 5 minutes de pause, et ainsi de suite pendant 4 cycles, au bout desquels on prendra une pause de 30 minutes. Personnellement, je trouve que 25 minutes ne me permettent pas vraiment de réaliser les tâches que j'ai envie de faire, alors j'utilise plutôt, comme je l'ai déjà mentionné dans une autre vidéo, la version modifiée de cette technique qui consiste à travailler pendant 50 minutes puis prendre une pause de 10 minutes. La seconde astuce selon Jade est de faire des aperçus mensuels et des plans hebdomadaires. Notez par exemple tout ce que vous avez à faire ou tous les événements que vous avez pour le mois à venir, puis faites un plan hebdomadaire plus détaillé. Vous pouvez créer une liste journalière des tâches à faire. Il y a aussi d'autres astuces qui n'ont pas vraiment été classées parmi les astuces de productivité et qui sont d'abord se créer une routine qui permet de réaliser ces tâches sans avoir à penser, se créer un espace de travail où on ne fait rien d'autre que travailler, et cela signifie que si vous voulez voir vos notifications, il faudra vous lever de votre bureau. De cette manière, vous indiquerez à votre cerveau que lorsque vous êtes sur le bureau, c'est pour travailler et pas autre chose. Un dernier chapitre que je voudrais aborder dans cette vidéo est le perfectionnisme et la peur de l'échec, parce que je suis une grande perfectionniste et ce chapitre m'a beaucoup aidé. C'est tout à fait normal d'avoir peur d'échouer. Nous, êtres humains, aimons réussir, mais nous ne devons pas laisser la peur nous paralyser, parce que lorsque nous avons peur d'échouer, nous avons tendance à rester dans notre zone de confort et on pourrait par exemple, dans nos études, ne pas essayer de nouvelles méthodes qui pourraient être plus efficaces. Nous savons tous que l'échec est un outil de croissance et c'est grâce à l'échec que nous apprenons. Nous avons tous conscience de ça, mais nous avons tendance à l'oublier et c'est pour ça qu'il faut le rappeler. Et parce que nous avons peur d'échouer, nous recherchons la perfection. Alors, essayer d'atteindre la perfection, c'est bien d'une certaine manière, parce que ça veut dire qu'on essaye toujours d'être meilleur, mais il ne faut pas oublier non plus qu'on ne peut pas être parfait. Tout ce qu'on peut faire, c'est faire de notre mieux, et c'est assez. Faire de votre mieux dans votre circonstance, c'est ça la perfection. Jade propose 2 méthodes pour combattre ce perfectionnisme malsain. D'abord, le principe de Pareto, la loi des 80-20, qui, lorsqu'appliqué aux études, dit que 80% des connaissances est le résultat de 20% du temps passé à étudier, et donc 80% des notes seront le produit de 20% des révisions. Ces 80% sont généralement atteints lorsqu'on étudie en utilisant les méthodes dont on a parlé tout à l'heure. Lorsqu'on est perfectionniste, on aura tendance à vouloir aussi les 20 derniers pourcents. On essayera de mémoriser 100% de nos cours, tous les petits détails, et parfois, on se focalise ou on se concentre tellement sur les détails, sur les 20%, qu'on en oublie les informations essentielles ou les 80%. Et c'est là qu'il faut faire attention. Lorsqu'on révise, il faut donc d'abord qu'on identifie les méthodes efficaces qui nous permettront d'avoir 80% des informations, et ceci est assez. Mais si après ça, on a encore assez de temps et qu'on veut apprendre les 20%, eh bien super. Mais je le répète encore une dernière fois, il faut s'assurer qu'on connaît bien les 80%. Ensuite, la deuxième méthode qui permet de combattre ce perfectionnisme est the consistency. Parce qu'il faut savoir que toutes les séances de révision ne seront pas parfaites et elles ne sont pas censées l'être.
Il est beaucoup plus puissant et efficace de réviser fréquemment que de faire en sorte que chaque séance de révision se déroule parfaitement. Enfin, sachez que parfois, peu importe le nombre de révisions que vous faites, peu importe le nombre d'heures que vous passez à étudier, vous n'aurez pas toujours 20 sur 20. Vous ne connaîtrez pas la réponse à toutes les questions et ce n'est pas grave. Il est certes très dur d'échouer et c'est encore plus dur d'accepter un échec après avoir travaillé très dur, mais je le dis encore une fois, nous apprenons bien plus de l'échec que de la réussite. Et sachez que nos notes ne nous définissent pas. Sur ce, je vous dis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me les envoyer sur les réseaux sociaux et à la semaine prochaine.